Les chefs du FLN sentaient qu'avec le retour de Gaulle, l'initiative était dans le camp français. Pour renverser cette situation, une conférence de presse convoquée au Caire en septembre 58 annonça la formation d'un gouvernement provisoire dont le premier président fut Ferhat Abbas. Un dur, Belkacem était vice-président. Ceci pour reprendre l'initiative diplomatique. Well, the UN at the time was a major forum for us, and we tried to use it at the maximum. In order to do so, we thought that we should not concentrate in working with our traditional friends and allies, that is practically the Arab world at large, but mostly to try to secure support, help, and understanding from other segments of the international public opinion. And therefore we tried and we succeeded to obtain support, understanding from the Scandinavian countries, from Ireland, which became a very good friend of us, some Latin American countries, Mexico, Venezuela, Argentina, and from the newly independent African countries after 1960. En ce qui concerne les pays socialistes, nous avons eu leur soutien moral et politique de 1954 à 1962. Mais d'aide financière et matérielle, il y en a eu peu. Il y a eu de l'aide aux réfugiés, aide sociale comme soigner des blessés en URSS. Il y a eu, par contre, de la Chine, une aide importante à partir de 1960, 1961. Mais contrairement à ce qui se disait dans la presse française, ce n'était pas l'Union soviétique et les pays communistes qui nous ont aidés. Ils nous ont aidés politiquement et moralement, mais leur aide matérielle, je le dis, n'était pas à la hauteur de ce que nous pouvions espérer. Mais c'était quand même important quand on songe que de l'autre côté, les pays occidentaux aidaient l'armée colonialiste à nous écraser. Il y avait une différence entre ceux qui nous aidaient peu et ceux qui étaient contre nous. En 1959, le caméraman indépendant Earl Greer accompagna le FLN dans une opération partie de Tunisie. About half of Tunisia was occupied by the Algerian army. They had training camps. They had organized excursions into Algeria itself around the bottom end of the Maurice line. It was highly organized. And they had a political organization as well being set up with people who were sophisticated, who were not by any means peasants, highly educated people, very capable and experienced individuals, with a military hierarchy that was well organized along traditional military lines. The people outside Algeria were away from the influence of French administration. They were in friendly Arab countries like Morocco and Tunisia primarily, so that they had space and time to organize themselves, create training camps, create a political structure, highly sophisticated, and were the type of thing that you needed to rule a country. Inside Algeria, because of the nature of the situation there, they were working inside a French administration which had commanded an enormous military apparatus and was pushing them all the time. De Gaulle, qui voulait négocier depuis une position de force, avait ordonné la plus grande offensive que le FLN ait jamais subie, mais sans en donner les raisons politiques au général Schall, le nouveau commandant en chef. Il n'avait confié qu'à quelques intimes un autre motif important à cette offensive: éloigner les militaires de la politique. Donnez-leur beaucoup de travail, disait-il, ils penseront moins. La guerre durait depuis 5 ans, et le président de Gaulle avait conscience que l'armée détenait la clé de toute solution, politique comme militaire. En cet été de 1959, il se rendit en Algérie pour se montrer aux populations, mais aussi pour consulter ses généraux. C'était à eux qu'il devait d'être à nouveau au pouvoir, mais leur indiscipline le heurtait. Durant ces 12 derniers mois, les éléments les plus rebelles avaient été écartés,
mais il n'était pas possible d'en faire plus alors que la guerre continuait. Les succès remportés récemment avaient relevé le moral de l'armée, mais ils étaient dus surtout aux unités musulmanes, les harkis, ce qui amenait d'autres complications. Les officiers qui les commandaient avaient acquis un tel respect pour leurs hommes qu'ils s'étaient jurés de ne jamais les abandonner. Un serment que certains se souvenaient de n'avoir pu tenir envers leurs unités vietnamiennes en Indochine. Et ce souvenir ne faisait que les renforcer dans leur volonté de tenir parole cette fois-ci. Un facteur dont De Gaulle ne tint jamais compte. Le pétrole du Sahara était un bel exemple des problèmes que devait résoudre le général. Sa découverte coïncidait avec le début de la rébellion, et la France en touchait les premiers dividendes alors que De Gaulle revenait au pouvoir. Les experts étaient persuadés qu'il tenait là un trésor comparable à celui des cheikh du Golfe Persique. C'était exagéré, mais à l'époque, cette conviction donnait aux pieds noirs un argument de plus pour ne pas lâcher l'Algérie. L'armée soupçonna à un moment le lobby anticolonial à l'ONU d'être financé par les compagnies pétrolières américaines, jalouses de la découverte française. Les élèves officiers reçurent même un cours sur l'impérialisme américain. De Gaulle était bien conscient de l'importance du pétrole saharien pour la grandeur de la France. Cette grandeur dont l'obsession lui fit faire tant de cas de la visite de Khrouchtchev en mars 1960. Ah, je n'ai jamais cru que je pourrais, d'un instant à l'autre, trancher ce problème posé depuis 130 ans. Mais je crois que jamais on a été plus près d'aboutir à une solution réelle. Le 16 septembre a été ouverte la route droite et claire qui doit mener l'Algérie vers la paix. Le gouvernement a adopté, le Parlement a approuvé cette décision de la France. Il est vrai que ceux qui s'acharnent à poursuivre une lutte fratricide peuvent provoquer encore des accrochages et des attentats. Mais c'est un fait qu'il tombe chaque jour 4 fois moins d'hommes qu'auparavant. Surtout, il n'est contesté désormais nulle part que l'autodétermination des Algériens quant à leur destin soit la seule issue possible de ce drame complexe et douloureux. Je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable aux combats qui se traînent encore. Désireux de mettre fin au conflit et de régler définitivement le problème, le gouvernement provisoire de la République algérienne décide d'envoyer une délégation présidée par Ferhat Abbas pour rencontrer le général de Gaulle.